Alors, mon boulot, alors lead ou pas lead, hein, UX designer, le, la mission, ça va être de faire en sorte que les produits, les apps, les sites sur lesquels on va travailler correspondent aux attentes des utilisateurs. Donc, typiquement, chez France Info, les gens ont une certaine façon de consommer l'information. Et ben, moi, mon rôle, ça va être de faire en sorte que l'application qu'on va leur proposer ou le site qu'on va leur proposer leur permet de consommer l'info comme ils en ont envie, quoi. Voilà. Ok. Et justement, donc quand on dit lead UX, c'est que lead, c'est en fait tu manages une équipe, c'est ça? Ou quelle est la Ouais, différence? c'est, c'est, euh, c'est un peu de management sans vraiment l'être parce qu'il y a pas une vraie hiérarchie. Mais disons que je suis la responsable en UX dans mon produit. Et puis avec moi, j'ai une équipe de designers. Et, voilà. Et tout le monde est autonome. Mhm, Je suis pas je suis pas un N+1, je suis pas un patron, c'est pas le but. Mais c'est mhm, juste que en cas de problème, c'est moi qu'on vient voir a priori. mhm. Voilà. Ouais, alors une journée type. En général, je commence par regarder les retours store qu'on a, nous, pour France Info, ou, ou sur d'autres, hein, on a les gens qui s'occupent de récolter tous les mails, toutes les plaintes, bref. On essaie de voir déjà les retours qu'on peut avoir de nos utilisateurs. Et puis, il y a une bonne partie de la journée qui est prise en réunion euh, pour nos projets, des réunions un peu stratégiques ou des réunions de cadrage de projets à venir, voilà, pour savoir ce qu'on va faire et comment nous, en UX, on va pouvoir intervenir. Et puis ensuite, c'est pour beaucoup la préparation soit de tests utilisateurs sous différentes formes, soit la préparation d'ateliers. Et c'est beaucoup des ateliers de conception, des ateliers d'alignement, etc., avec les autres équipes. Donc en Mhm. dehors du design aussi, il n'y a pas que nous. Oui. Voilà. Et puis, bah, quand ces préparations sont faites, eh ben, faut les faire. Donc, soit mener des ateliers de conception, soit mener des tests utilisateurs. Voilà. Mhm. En général, mes journées, c'est plutôt comme ça, quoi. Alors, aujourd'hui, nous, on utilise beaucoup Coda. Coda qui est un peu comme Notion, ce genre d'app en ligne qui va permettre de s'organiser, de créer des docs en ligne, etc. Nous, à France Info, et même personnellement, moi, je dis Skoda, c'est un peu la même chose. Donc, Mhm. c'est un lieu où tout le monde peut intervenir, où on a tout, nos, nos roadmaps, nos projets, l'avancement des projets. Mhm. Euh, on a les équipes de tout le monde. Voilà, on a tous les liens vers Figma, parce qu'on utilise Figma, par exemple, pour Mhm. nos maquettes et nos prototypes. Mhm. Donc, pour chaque projet, dans Coda, on a absolument toutes les informations qui sont nécessaires. On a aussi toute la connaissance utilisateur. Mhm. Voilà. Donc, c'est l'outil central chez nous aujourd'hui. Mhm. Et puis sinon, quand c'est pas ça, en fait, soit c'est un peu de Figma quand je dois faire un peu de wireframe ou un petit peu de prototypage, Mhm. mais ça reste relativement léger pour moi. Et, Mhm. et le reste du temps, c'est un carnet à crayon. Voilà, un Mhm. peu à l'ancienne. Mm. Toujours, et je le retrouve souvent dans les questions que je pose, ce classique, papier et Ouais, bah ouais. bloc-notes. Mm. C'est indémodable et ça marche toujours autant. Donc, voilà, je peux pas Autant s'en remplacer. servir. Ouais, c'est ça. Et puis au moins, on est sûr que peu importe où on sera, ça marchera. Parce que typiquement, Coda, tout le monde ne va pas l'avoir, tout le monde ne l'a pas mis en place, etc. Ça, Mhm. c'est des outils un peu plus spécifiques. Mais en fait, ils sont très forts. En gros, ils se basent sur des tableaux. C'est ni plus ni moins que des tableaux. Sauf qu'ils arrivent à les croiser, etc. Et c'est genre avec des documents aussi, des docs textes très classiques. Mhm. Et tout ça fait que quand on y met vraiment tout ce qu'on veut dedans, quoi. Et il y a moyen que ce soit extrêmement puissant. Et c'est pour ça que nous, à France TV, aujourd'hui, on n'utilise que ça, quoi. Ouais, moi, c'est mon client. En gros, je suis en mission chez eux depuis presque 3 ans maintenant. D'accord. Et donc, oui, alors chez UX, qui est
mon employeur, hein, qui est la boîte de consultants chez qui Ouais. je suis salarié, en gros, ils m'ont placé chez France Télévisions en me disant ils ont un besoin. Mhm. Et je suis resté parce que c'est une mission qui n'a pas de date de fin particulière. Mhm. Euh, alors que quand on est consultant, justement, en fonction, on ne peut pas rester plus de 3 ou 4 ans. Ça dépend un peu des entreprises. Mhm. Euh, mais voilà. Mais en gros, moi, je vais chez France Télévisions, dans les bureaux. Mhm. Évidemment, plus quasiment depuis 1 an et demi. Mhm. Mais avant ça, c'était chez eux et c'était mes seuls clients. Alors, par exemple, la France Info, Mhm. quand tu dis équipe, par exemple, l'équipe design, si on prend... Alors, l'équipe design m'intéresse, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Ce serait Ok. intéressant de savoir aussi. Euh, Et qui sont les autres équipes? Est-ce qu'il y a donc des ouais. développeurs, j'imagine? Donc, chez France Info, l'équipe design, c'est 5 personnes. Mhm. Il y a 3 UI, on a deux UX designers. Mhm. Et puis, on a ce qu'on appelle l'équipe produit, c'est-à-dire les product owners, Mhm. les PO, qui vont gérer un peu qui vont gérer les équipes de dev et puis et le produit, donc les développeurs évidemment aussi. Mhm. Là, on a quoi? On a 4 PO et on doit avoir une vingtaine de développeurs, quelque chose comme ça. Mhm. On a aussi les différents directeurs, directrices, Ouais. évidemment, du produit, de la technique, là. Mhm. Et puis, on a aussi la rédaction, donc les journalistes de chez France Info, Ouais. qui sont un petit peu à part, mais parce ils font pas partie du produit, comme on dit, nous. Mhm. Mais bon, ils le font, c'est eux qui font aussi vivre le site. Voilà, donc on travaille avec eux. Et Mhm. puis, on a également toute la partie data, puisqu'on a des Mhm. data analystes avec nous. Donc, il y a un gros pôle data chez France Télévisions et nous, il y en a 2 qui travaillent avec nous régulièrement. D'accord. Voilà. Ça commence à faire en tout déjà une petite trentaine de personnes. Voilà. Oui, oui, oui. Et c'est juste France Info, quoi. Et il y a même d'autres designers, enfin plus graphistes pour le coup, qui sont vraiment dans l'illustration, Mhm. qui font partie d'un studio dans France Télévisions, qui travaillent aussi avec nous de temps en temps. Donc ça rajoute quelques personnes de temps en temps. Oui. Mhm. Mais ouais, une trentaine à peu près. Alors, de manière assez simple, on intervient plutôt en début, le plus en amont possible. Mhm. Euh, pour une raison simple, c'est que par exemple, dès qu'il y a une stratégie qui doit être développée, dès qu'on a des projets, etc., dans la mesure où c'est nous qui faisons le recueil des besoins utilisateurs, Mhm. et on va pouvoir orienter les décideurs. Donc les décideurs, c'est la directrice produit, par exemple, qui dirige les apps et le site de France Info, Mhm. la rédac chef, et puis la PM, la product manager, qui Mhm. va gérer les différents PO. Donc, c'est eux qui vont être plus au niveau stratégique. Mais du coup, moi, je vais intervenir en tant que lead UX parce que j'ai géré la recherche utilisateur. Euh, je ne suis pas le seul à avoir cette connaissance parce qu'elle est partagée, mais dans la mesure où c'est moi qui la prépare, c'est moi qui fais passer des tests, etc., Mhm. j'ai tout en tête. Voilà. Et du coup, moi, je viens, pas forcément en tant que décideur, parce que ça ne va pas être mon rôle, mais Mhm. vraiment en tant qu'expert. C'est vraiment la position qu'on a. Moi, j'ai telle connaissance, je vous l'apporte et ça peut vous aider à vous aiguiller dans telle ou telle direction. Après, je laisse les autres décider. Voilà. Mhm. Et donc ça, c'est vraiment très, très en amont des projets. Dès que, je ne sais pas si on veut refaire, on a refait l'app très récemment. Elle est sortie récemment, mais au moment où on a lancé le projet, voilà. Moi, j'étais là au tout début pour essayer d'axer un petit peu vers quoi on voulait aller. Et puis après, quand les projets vont se lancer pour une refonte, par exemple, je vais être là aussi pour faire les fameux ateliers, les ateliers de co-création Oui. qu'on va faire avec la rédac, Mhm. avec les devs, avec les PO. Et une fois que ça s'est fait, là, je laisse le Mhm. travail au UI, donc en maquettage, en prototypage, etc. Ça, c'est... Mhm. Mais dans l'idéal, c'est vraiment le plus en amont possible. Oui.
D'accord. Et puis après, j'imagine qu'il y a forcément toujours un peu des allers-retours. Ouais. Ah oui, oui, parce que en fait, une fois qu'on a un projet, qu'on a lancé le truc, on... quand on a le temps, on va d'abord faire des prototypes avec quelques tests, etc. Et donc Mhm. tout ça, les protocoles de test et faire passer les tests, je vais m'en charger. Et donc on va avoir une boucle. On essaie, nous, de travailler en Linux, qui est une façon de travailler qui est très itérative. On va faire le plus de tests possible et le plus rapidement possible. Et ça va vraiment être notre objectif. Et donc moi, tant qu'il y a cette méthode qui est en place, c'est moi qui vais la mener. Mhm. Mais dès que des fonctionnalités, par exemple, je sais pas, on a rajouté de la recherche, du machin, des trucs, dès que ça c'est validé, Mhm. je, je laisse la main au UI, au designer d'interface, et puis au dev, et eux travaillent très très bien ensemble et ils n'ont plus besoin de moi à ce moment-là. Mhm. Voilà. Le minimum, je dirais que ça prend un mois si on Ouais. veut faire les choses, j'allais dire bien. Mhm. Mhm. Euh, non, allez, en 2 semaines. C'est possible que dans certains cas, en 2 semaines, on a très vite décidé. On a fait des petits tests très rapidement, des protos qu'on a vite mis à l'épreuve. Et puis, voilà, c'était genre une petite fonctionnalité, un petit ajout. Oui. Et ça part très vite en dev. Allez, en 2 semaines, ça va être plié. Mhm. Après, il y a des projets qui peuvent durer ouais, des années. Et si ça prend pas des années, franchement, un an et demi, c'est pas déconnant. Par exemple, pour le site de France Info, encore une fois, on a retravaillé une refonte, mais ça fait plus d'un an que c'est en cours. Mais parce que D'accord. c'est hyper long, il y a aussi d'autres trucs à côté. Mais c'est Mhm. des projets qui sont lourds, parce que c'est des produits qui sont importants. Mhm. Et donc forcément, Oui. Donc, ça dépend évidemment du projet, si c'est juste une fonctionnalité ou toute la refonte d'un site. c'est ça, c'est ça. En fonction du périmètre, si c'est vraiment un tout petit truc, normalement, on n'a pas besoin d'y passer trop longtemps, quoi. Mm. Si c'est une refonte d'un parcours complet, d'un site entier où on a plus de 10 000 pages, là, forcément. Mm. Il y a deux choses que j'aime beaucoup. La première, c'est l'aspect pédagogique, c'est-à-dire apporter la vision design dans, dans une boîte, un produit qui ne l'a pas forcément au début. Je parlais de la rédaction. Les journalistes, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais ça n'est pas leur problème de savoir si l'app est en dark mode, en pas dark mode, etc. Ce genre de choses. Mhm. Ah. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup cette partie où faut expliquer justement ce qu'on fait et faut leur dire que ils font partie de ça et Mm. que notre travail, il n'est pas là pour rien. Et puis la deuxième, c'est l'animation des ateliers notamment. Je trouve que c'est hyper bien parce que ça nécessite d'impliquer tout le monde. Donc c'est Mm. aussi très lié à cette pédagogie. On va faire venir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude. Je fais faire des ateliers de conception à des devs, à des PO qui ne l'avaient jamais fait avant. Mhm. Et c'est cool parce qu'ils font le produit. Il n'y a pas la main mise sur les designers pour créer un wireframe ou pour créer ce genre de choses. Voilà. Vous faites intervenir tout le monde. Ouais, Mm. ouais. Et du coup, je trouve que c'est gratifiant. Les gens aiment bien en général faire ce genre de choses. Je suis quelqu'un qui n'est pas ultra organisé. Mm. Et donc, quand on fait beaucoup de tests, etc., il faut être très organisé. Alors, je me force, mais c'est long. C'est pas la partie que je préfère de parfaitement bien tout restituer, tout récupérer, etc. C'est nécessaire. Il faut le faire parce que Mm. sinon c'est relou après. Mais voilà, c'est la partie. Mm. On vient juste récupérer ce qu'ont dit les gens et tout. C'est très intéressant à faire, à savoir, à entendre. Mais ensuite, tout mettre dans Coda notamment, de tout restituer. Ok. Voilà. Ouais. Bah, il faut bien des choses qu'on aime moins, hein, forcément. Évidemment, évidemment. Je pense la résilience. Il faut être parce que aujourd'hui, par exemple, même chez France Info, où j'estime qu'il y a une bonne culture de l'utilisateur et du design, parce qu'on y travaille depuis un moment maintenant, c'est pas évident. C'est pas évident pour des gens qui ne sont pas designers, en fait, d'avoir vraiment
à 100% cette vision. Et donc, on est tous les jours confrontés à des PO, des devs, des directeurs, directrices, machin, qui vont nous dire non, non, mais là, c'est bon, on n'a pas le temps, on s'en fout. Ils sont mignons tes retours, mais on va faire comme ça, point barre. Ça, on y aura le droit tout le temps. C'est clair et net, au moins pour les 20 ou 30 prochaines années, je pense. Et donc, ouais, être résilient. Et puis ensuite, c'est aussi. Donc, il ne faut pas abandonner, c'est normal, ça fait partie de notre taf aussi, je pense. Et puis également, être, comme dans beaucoup de boulot, être très curieux, mais curieux de ce qu'il y a tout autour de l'UX. Parce que, comme je disais, on travaille avec des gens qui ont plein d'autres expertises, qui ont des façons de travailler qui sont très différentes. Et nous, il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que ces gens-là puissent bosser ensemble avec nous. Donc, ça nécessite de les comprendre, de savoir comment ils bossent et tout. Voilà. Et donc ça, faut vraiment, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur d'être le plus curieux possible des autres métiers, quoi. Voilà. Pour en revenir aussi à ce que je disais avant, justement, cette curiosité, il y a, je pense que ce qui est nécessaire quand on est UX designer, c'est de connaître du coup les autres environnements. Donc savoir, par exemple, l'agilité. Il y a beaucoup de designers qui arrivent dans des équipes digitales qui fonctionnent en agilité parce que c'est le modèle le plus adopté aujourd'hui et qui ne connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas les rituels, qui ne connaissent pas les sprints, les rôles, etc. Et savoir ça, ça va être essentiel parce qu'il y a beaucoup de méthodes en UX qui vont se calquer sur l'agilité. Je pense au Lean, que nous, on applique du coup régulièrement, qui est ancré dans l'agilité et dans le Scrum. Donc, connaître ça, les data, la data analyst, toute cette partie-là aussi, la partie SEO aussi, ça, c'est des choses qu'on voit moins en UX ou qu'on voit un peu à côté, parce qu'on faut aller chercher un peu comment ils travaillent, quels sont leurs outils, etc., parce que ça va être ultra important. Et puis, donc ça, ouais, c'est mon premier conseil, vraiment regarder autour tout ce qu'il y a, les devs aussi, voilà. Et puis, il y a, je pense, une bonne partie de notre temps libre où c'est de la lecture. Il y a des milliards d'articles, il y en a qui sont très bien écrits. Souvent, quand on a un problème, quand on se pose une question, il y a quelqu'un qui l'a eu avant nous et qui a trouvé la réponse. Et voilà, les sites comme Medium, par exemple, qui est probablement le plus connu dans ce milieu-là, voilà, c'est une ressource infinie de réponses à toutes nos questions. Et il faut vraiment y aller. Il ne faut pas hésiter. Dès qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, on nous parle je sais pas, d'Atomic Research. On ne connaît pas, et ben, on va sur Medium, on tape les mots-clés et on aura 1000 articles là-dessus et on apprendra tout, absolument tout. Comme c'est des gens du métier qui écrivent, bah, souvent c'est concret. C'est pas, voilà, il y a des bouquins des fois qui sont peut-être un peu théoriques, etc. Donc, ouais, faut pas hésiter à aller lire pour aller chercher les réponses. Ça n'a pas de souci. C'est un plus, mais déjà, il y a plein de designers d'interface, par exemple, qui ne savent pas du tout dessiner. Bon, et pourtant, ils font d'excellentes interfaces, parce que c'est un autre délire. Et on peut très bien être UX et ne pas être un graphiste à la base ou un designer d'interface, etc. Ça, il n'y a pas du tout besoin. C'est un plus. Mais c'est pas indispensable. Il y a des outils justement qui contrent peut-être ce manque en graphisme. Oui, parce que alors si on est un pur UX, on n'a jamais besoin de faire des choses jolies en fait. Soit on va passer une bonne partie de notre temps à poser des questions à des utilisateurs, à faire des tests, des questionnaires, etc. Soit la partie plus graphique, ça va être du wireframing. Et par définition, un wireframe, ça peut être du zoning, on fait même des tests avec du papier, hein, ce qu'on appelle des tests en sketching. On a dessiné à la main l'interface. Il n'y a pas besoin que ce soit beau, c'est pas ce qu'on demande de toute façon. Voilà. Donc, alors, la compétence pour commencer, ça va être, on en parle beaucoup en UX, ça va être genre l'empathie,
ou même ce que je disais, là, un peu la pédagogie, parce qu'on va être amené, l'empathie, c'est parce qu'on va être amené à parler avec nos utilisateurs. Et donc, il faut pouvoir se mettre à leur place. On est le défenseur de l'utilisateur dans notre travail. Donc, il faut qu'on puisse lui parler et se mettre à sa place. Voilà. Donc, il y a l'empathie. Et puis, cette partie pédagogie, parce que on va devoir animer des ateliers en général. On va devoir aussi justifier nos choix. Un UX designer doit se justifier, mais en permanence. Voilà. Parce que quand on dit qu'il vaut mieux ne pas mettre de burger menu ou ce genre de choses, voilà, il faut pouvoir être le plus pédagogique possible en expliquant, voilà, soit par la data parce que c'est pas utilisé, soit parce qu'on a fait des tests et que 95% de nos utilisateurs ont dit qu'ils ne comprenaient pas. Donc ça, faut être prêt, à parler, à se défendre et à défendre les choix et le plus pédagogique possible parce que faut pas que ça ait l'air de sortir de nulle part, quoi. Ok. Et ouais, pardon. Voilà. Bah, et la deuxième question, c'était qu'est-ce qui t'a donné l'envie de passer de l'UI à l'UX? Il y a deux choses. La première, c'est que j'adorais lui, c'était vraiment cool. Et puis, mais en fait, j'étais entouré de plein d'autres gens qui étaient bien meilleurs que moi. Voilà. Je suis très très loin d'être un artiste, donc voilà, je me rendais compte que en fait, il y avait plein de gens qui faisaient le taf mieux que moi. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que au final, ce qui m'intéressait, c'était moins de savoir à quoi ça allait ressembler euh, par rapport à comment ça doit être fait. Et moi, ça m'intéressait d'être vraiment au moment du projet quand on définit comment va être l'app, comment les parcours vont s'organiser, plutôt qu'à la fin où on doit juste rendre ça le plus beau, le plus compréhensible possible, etc. En tout cas, côté UI. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup. La première chose, c'est que quand on est en startup, a priori, on est plutôt dans une équipe réduite, on n'a pas forcément des budgets illimités. Donc, il faut s'adapter. Tiens, c'est une compétence à avoir. Franchement, il faut savoir s'adapter parce que euh, on n'a jamais le même contexte, on n'a jamais les mêmes moyens, mais on peut toujours tout mettre en place d'une façon ou d'une autre. Et donc, en startup, voilà, on fait avec ce qu'on a. On n'a peut-être pas l'argent pour faire des gros tests utilisateurs. On peut faire des petits guérilla tests à droite à gauche qu'on va mener nous-mêmes dans la rue, etc. Voilà. Alors que quand on est consultant, en tout cas de ce que moi je connais des agences de consulting, euh, on va être placé dans des missions dans des grosses boîtes. On ne va pas se le cacher, il y a le domaine bancaire qui est très, très demandeur, etc., mais plein d'autres, hein, comme les médias. Et donc là, on arrive dans des boîtes qui ont beaucoup plus de moyens. À France Télévisions, voilà, on a l'argent pour pouvoir faire des gros tests utilisateurs, on a le temps pour pouvoir mettre en place. En startup, on n'a pas le temps, pas l'argent. Il faut être le plus efficace possible. Voilà, donc ouais, il y a une vraie grosse différence a priori. Non, moi je suis plutôt d'un naturel timide a priori. Et non, non, je pense pas qu'il y ait Hmm. des contraintes particulières. Alors, c'est plutôt, en majorité, c'est quand même plutôt pour nos utilisateurs externes, donc nos utilisateurs de nos produits. On va essayer de s'adapter, de refondre, etc., pour que ça leur corresponde. Mais typiquement à France Info, un des utilisateurs internes, ça va être la rédaction. Et j'ai des projets où je travaille sur donc des logiciels internes, hein, des logiciels entreprises, notamment le back-office des journalistes. Voilà, quand ils rédigent leurs articles, etc., enfin, pour qu'ils puissent tout avoir. Voilà, je vais travailler pour eux, donc là, c'est vraiment qu'en interne, quoi. Il y a le grand classique Open Classroom Hmm. qui, je Ouais, crois bien, propose quelques formations gratuites. Et d'initiation.
de ce que j'ai vu, parce que j'avais une amie qui les a fait d'ailleurs, ils sont plutôt bien faits. En tout cas, en effet, a priori, ça devrait en dire suffisamment pour se donner une idée de est-ce qu'on veut partir là-dessus ou pas. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que les Open Classroom, beaucoup, oui, beaucoup de cours sur l'initiation, justement, en général, sur tous Mm. ces métiers. Donc, oui, ça, c'est un très bon site, très bien fait, où il y a vraiment toutes les bases. Après, Euh, on peut fouiller aussi sur YouTube, hein. Il y a plein de gens qui font des vidéos justement sur l'initiation, sur c'est quoi l'UX, comment. Voilà. Moi, je suis un gros consommateur de YouTube, par exemple. Et voilà. Je pense que c'est aussi un bon moyen de trouver. Mince, This Is Us. Danser. YouTube. En Grèce, a priori. Android.